Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Bernard Clerfailly. Bonjour. Bonjour. Député bruxellois, bourgmestre de Schaerbeek. Qu'est-ce que vous retenez de cette information sur le suicide de Steve Stevaart? Qu'est-ce que vous retenez de cet homme politique? La presse entière et le monde politique lui rend hommage aujourd'hui pour sa carrière fulgurante. C'était un personnage qui a pris vite beaucoup de place dans la vie politique, puis s'en est retiré. On découvre que c'était un personnage qui avait sans doute deux facettes. Et donc voilà, il faut aujourd'hui, sur la partie publique de sa vie, de son travail politique, il faut lui rendre hommage pour ce qu'il a fait. Est-ce que la presse devait publier le fait qu'il ait été renvoyé en correctionnel pour une affaire de viol? Écoutez, la presse publie des informations sur monsieur et madame tout le monde, et quand il s'agit de quelqu'un de public, cette information sort toujours. Donc c'est évident que ça atteint les gens dans leur intimité, mais croire que ça ne sera jamais publié, ce genre de choses, c'est assez illusoire. Ouais, ici, on a l'impression que on l'appelait Stevie Wonder, c'était l'homme aux 600 000 voix en Flandre. Il a été vraiment une idole et puis il a disparu complètement de la scène politique. Est-ce qu'on brûle un peu nos icônes, peut-être plus en Flandre qu'en communauté française? Oui, il y a une espèce d'histoire qui raconte que la Flandre brûle vite ses icônes. Je n'en sais rien, en tout cas. Ça prouve aussi que la vie politique, c'est une vie où on est constamment sous pression. Des médias, des citoyens, on doit avoir un avis sur tout, on doit être prêt sur tous les dossiers tout le temps, et ça peut fragiliser les gens dans leur vie personnelle. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que nous sommes des hommes et des femmes comme les autres, nous avons aussi nos fragilités, et nous avons parfois du mal à résister au stress et à la pression de la vie politique. Alors, moratoire sur le plan Watley, il est d'application depuis hier. Alors, ça veut dire, en théorie, qu'on revient à la situation d'avant février 2014. Ce n'est pas exactement le cas, vous le dites. Non, Mme Galland ne fait pas tout à fait ce qu'il faut faire. Elle fait plutôt plaisir aux communes libérales. Elle est allée d'ailleurs hier se promener uniquement à Waterloo, à Etterbeek et à Heldenberg, des communes libérales. Elle n'exécute pas réellement les décisions de justice. Elle exécute partiellement celles de juillet 14. Elle n'exécute pas du tout celle de 2005 qui condamnait notamment la route du canal. Et donc si elle retire ce qu'on appelle le virage large pour les spécialistes, ce qui est une bonne chose parce qu'on ne va plus ennuyer certains quartiers de Schaerbeek, mais surtout d'Etterbeek, d'Ixelles, d'Oderghem, de Waterloo. Et je suis très content pour eux parce que nous étions solidaires de cette décision. Elle maintient des vols, notamment des vols de gros avions qui vont faire beaucoup de bruit sur la route du canal, sur le virage court, sur Schaerbeek et d'autres quartiers. Et donc ce n'est pas encore une solution complète. Vous pointez aussi des décollages nocturnes entre 23h et 6h. Oui, elle rajoute des décollages nocturnes, surtout d'avions gros porteurs, donc très bruyants, sur le virage court, au-dessus de Schaerbeek et d'autres communes comme les deux Woluwe. Et tout ça ne va pas faire du bien. Donc nous avons demandé à la ministre de l'Environnement de placer des sonomètres, de bien mesurer. Et nous aurons après une mesure objective des problèmes qui se posent. Et s'il le faut, nous irons de nouveau devant les tribunaux s'il n'y a pas de justice qui nous est rendue par les décisions de Mme Galland. Oui, en septembre, vous aviez dit qu'il ne va pas falloir attendre beaucoup de temps, quelques jours après ce moratoire, on pourra aller en justice. Oui, mais pour aller en justice, il faut quand même une mesure objective. Il faut que des sonomètres mesurent le bruit qui dérange les gens, qui ne respecteraient pas les normes de l'arrêté Gauzoin. Et donc, dès que nous aurons ces constats, nous examinerons la situation de manière objective, parce que chacun peut avoir une opinion là-dessus, de manière objective, et nous irons devant les tribunaux s'il le faut. Ça doit se faire avant le mois de mai, avant les travaux sur les pistes? Alors, il ne faut peut-être pas mélanger les deux aspects. Les travaux ne vont pas nous faire du bien, soyons clairs. Surtout nous qui sommes à Schaerbeek ou Evere ou toutes les autres communes dans l'axe de la piste, on va revoir plus de vols, surtout pendant l'été, au moment où les gens souhaitent profiter de leur jardin et du beau temps. Il ne faut peut-être pas mélanger les deux, mais en tout cas, il faudrait très rapidement savoir si elle a réellement amélioré les choses, ce que je ne crois pas, sur base des informations que j'ai maintenant. Alors, avec ces actions en justice, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Nous espérons que le gouvernement fédéral prenne de bonnes décisions, qui réduisent bien le bruit qui est supporté par les Bruxellois. Mais si on supprime quelque part, forcément, il faut faire passer les avions ailleurs. Ce n'est pas inextricable comme dossier? Non, ce n'est pas inextricable. Il faut arrêter de penser que c'est uniquement que je renvoie sur un quartier ou sur un autre quartier. Au contraire, nous avons été à Schaerbeek solidaires des combats récents, notamment ceux de toute la zone du sud-est de Bruxelles qui voulaient plus être survolés par le virage large, le virage à gauche large. Nous sommes solidaires parce que nous voulons que tous les Bruxellois soient respectés. Et il y a des techniques de vol. Elle en annonce quelques-unes maintenant. On va faire monter plus vite les avions, des techniques d'atterrissage. Il y a des types d'avions. Ça, c'est une bonne chose. Ça m'a l'air d'être une bonne chose. J'attends de voir si les mesurages le prouvent. Il y a des types d'avions qu'il faut bannir complètement. Il y a des moments de la nuit qu'il faut préserver pour que les gens aient du calme. Il y a des types d'activités comme le fret qu'il faut peut-être réduire. Et donc, il y a toute une série de pistes à prendre et pas seulement déplacer une route sur un quartier ou sur un autre.
Alors, on en vient au budget. On a appris qu'il y aurait un manque à gagner pour la région qui serait finalement de 70 millions d'euros. On avait parlé de 230, puis de 105 millions. On doit encore vérifier quelques paramètres pour voir s'il y aura ajustement budgétaire ou pas. Ça reste important, 70 millions d'euros? 70 millions d'euros, c'est moins que la centaine annoncée, mais ça reste des économies à faire, soyons clairs. Ceux qui n'auront peut-être pas les crédits qu'ils demandaient n'en sont pas heureux. Maintenant, le vrai problème, c'est que l'État fédéral annonce toujours avec beaucoup de retard des pertes de recettes fiscales. Nous, dans les communes, on a le même problème. Chaque année, nous percevons des impôts additionnels à l'impôt des personnes physiques ou au précompte immobilier prélevés par l'État fédéral. Et nous apprenons très tard dans l'année, tout d'un coup, qu'il y aura 1 million de recettes ou 1,5 million ou 3 millions de recettes en moins. Et pourquoi ça se passe comme ça? Vous avez été au fédéral, vous avez vu de l'intérieur, comment ça se passait? Parce que, alors on a essayé d'améliorer un peu les choses, mais ce n'était pas encore le cas. Le ministère des Finances n'informe pas assez tôt ses partenaires régionaux et communaux de la situation des recettes parce qu'eux-mêmes sont un peu incertains sur le rythme d'enrôlement, mais il n'y a pas une attention suffisante en termes d'information des communes et des régions sur la situation des recettes. Ce qui fâche ici, c'est plus la méthode ou le fond du problème? Le fond du problème, d'apprendre tout d'un coup qu'on a des centaines de millions d'économies à faire, c'est jamais agréable. Donc ça heurte. Mais si ça résulte d'un réel ralentissement de l'activité, d'une réelle baisse des recettes fiscales, c'est malheureusement l'application de la réalité. Pour vous, il n'y a pas de manipulation des chiffres, comme le disait le député FDF? On n'en sait rien à ce stade-ci. On demande à voir clair. S'il n'y a pas de clarté, on peut se poser toutes les questions et on peut même se demander si la facilité avec laquelle le gouvernement Michel a fait ce tour de passe-passe ne cache pas quelques arrangements avec les chiffres. C'est pour ça qu'on demande maintenant d'avoir la clarté et que les régions... Ils auraient triché. C'est pas tricher, c'est un mot excessif, mais comptabiliser les chiffres avec plus de gentillesse ou moins de gentillesse, c'est toujours possible. Prendre telle hypothèse plutôt que telle autre hypothèse, c'est toujours possible. De faire que la présentation des chiffres est à votre avantage plutôt qu'à l'avantage des autres. Donc ça demande qu'on ait la clarté sur les chiffres et que les régions et les communes aussi puissent avoir toutes les informations à ce niveau. On peut mettre ça sur le dos de la 6e réforme de l'État ou pas? C'est un des effets de la 6e réforme de l'État. C'est très clair que la 6e réforme de l'État a fait une complexité croissante dans le fonctionnement de toute une série de choses. Allocation familiale, maison de repos, il faut modifier les normes d'agrément, toutes les aides à l'emploi. Didier Gozouin constate maintenant avec quelle complexité il doit gérer cette matière maintenant. Les financements des régions en est encore un exemple. C'est bien la preuve que cette réforme de l'État a été censée apaiser les appétits de la Flandre, mais ont surtout complexifié, rendu plus difficile la gestion publique. Alors la commission communautaire française, COCOF, change de logo, on vient de le présenter. Il n'y a plus le coq de la communauté française, il n'y a plus l'iris bruxellois. On voit une carte de Bruxelles avec les mots francophones Bruxelles. C'est un bon choix, ça c'est quelque chose qu'il fallait faire, c'est important. Écoutez, moi je ne trouve pas ce logo extraordinairement emballant, je vous le dis très franchement. Comme l'a dit Michel Colson tout à l'heure, je partage le sentiment qu'enfermer Bruxelles dans 19 communes, c'est une vision réductrice de ce qu'est Bruxelles et la manière dont elle se répercute, surtout son hinterland. Beaucoup d'extra bruxellois viennent à Bruxelles faire leurs courses, venir consommer de la culture, venir vivre dans la ville. On oublie la périphérie, mais le large hinterland de Bruxelles, ce n'était pas une bonne manière, dans mon avis, de présenter Bruxelles et son rayonnement francophone sur l'extérieur. Ça préfigure un changement de nom, à votre avis ? Vous poserez la question à Mme Lanane, je n'en sais rien. Alors, mobilité, l'extension du métro, notamment vers Schaerbeek, a été confirmée par une décision du gouvernement. C'est un dossier qui avance bien pour vous ? Alors, il avance toujours moins vite que prévu et que les effets d'annonce des politiques qui nous le vendaient pour 2018-2019. C'est pour 2024, c'est pour dans une dizaine d'années, point 1. Point 2, je suis heureux que la décision du gouvernement ait enfin décidé d'associer les communes dans le comité d'accompagnement des plans qui vont se faire. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Je suis heureux que le gouvernement ait choisi le tracé général qui traverse les quartiers populaires de Schaerbeek, qui était ce que le conseil communal de Schaerbeek avait demandé parce que nous connaissons les réalités de terrain. Et nous voulons maintenant donner des avis très concrets aux ingénieurs parisiens qui font les plans et qui ne connaissent pas vraiment la réalité de Bruxelles sur la bonne manière de prévoir les stations pour qu'elles profitent au redéploiement des quartiers, à la création d'activités, de vie dans les quartiers et qu'on n'ait pas la construction de bâtiments, d'édicules et d'accès. Les plans que vous avez vus ne sont pas satisfaisants. Voilà, ce que j'ai vu pour l'instant, c'est un petit peu des travaux à la grosse louche d'un ingénieur français qui ne connaît pas assez le terrain. Je pense que nous avons, nous, une connaissance de terrain, des quartiers, de la manière de mieux préserver des bouquets d'arbres, des perspectives, quelles sont les zones de passage, où mettre les accès des stations pour qu'elles soient mieux reliées aux quartiers commerçants. Tout ça, la commune a une plus-value et nous souhaitons pouvoir l'apporter auprès des ingénieurs. Alors, au conseil communal de Schaerbeek, ce mercredi, vous avez fait un peu un bilan sur le contrôle de la prostitution. Il y a un nouveau règlement qui avait été mis en place il y a quelques années. Est-ce que la prostitution diminue, augmente sur votre territoire ? Alors, le règlement visait à
stopper l'extension de la prostitution, la maintenir dans le quartier où elle est maintenant, parce que si on veut la rayer de la carte, on allait la retrouver de manière insidieuse dans des arrière-cours de café, des arrière-salles de café, ou dans la rue, des quartiers comme ça. C'est très compliqué alors à contrôler. Les nuisances pour le quartier sont insupportables. Le règlement la contrôle très fortement, contrôle les conditions dans les lieux où cette activité se déroule et les conditions d'exploitation des exploitants en mettant à leur charge une taxe plus élevée pour financer ce travail de contrôle des services de police et de la commune. Ça fonctionne très bien. Depuis 3 ans que c'est mis en œuvre. Tous les établissements ont été rénovés. Les conditions d'hygiène, entre guillemets, sont aujourd'hui satisfaisantes. La police peut exercer un contrôle et tous ceux qui ne respectent pas les conditions très strictes que nous avons mises peuvent se faire fermer. On a fermé récemment 7 carrés où il y avait de la sous-prostitution, de personnes en séjour irrégulier, etc. Donc le règlement nous permet d'assurer un vrai contrôle et d'éviter des débordements sur les quartiers. C'est bien mieux que dans d'autres quartiers de la ville où cette prostitution crée des nuisances à l'égard des riverains. Je pense qu'ici à Scarbeck, on a beaucoup moins de nuisances pour les riverains et le quartier environnant. Par rapport au racolage, la prostitution en rue, les choses ont évolué? Depuis plusieurs années, la police n'autorise aucune forme de racolage en rue sur le territoire de Scarbeck. Nous avons déjà ce Red Light District dans le quartier de la Gare du Nord qui marque un quartier de la commune. Nous voulions améliorer la situation. On a fait beaucoup de travaux de rénovation des contrats de quartier, de l'éclairage public, des travaux de propreté, la présence d'urinoirs, etc. pour améliorer le quartier et nous voulons continuer à l'améliorer. Alors, les élections à la présidence du FDF, c'était il y a presque un mois. Un mois après, comment vous vous sentez après cette défaite, on peut le dire? Écoutez, les militants ont voté, c'était l'objectif, et on a eu un vrai débat dans le parti, je pense. On a pu parler aussi du FDF, on a parlé de notre projet de libéralisme social, et je crois que la volonté maintenant est clairement affirmée par tous de travailler sur les thèmes socio-économiques où on nous attend. Le FDF a une très grande capacité dans les enjeux de gestion de la ville, et les communes que nous gérons sont des communes bien gérées, les gens nous le rendent bien. Mais vous aviez été fort critique par rapport à Olivier Minguin, c'est pas compliqué pour vous maintenant d'être dans ce parti? J'avais souhaité qu'il y ait un changement, et surtout j'ai souhaité que l'on fasse de la place aux autres talents qu'il y a dans le parti. Et il y en a beaucoup. Et je pense qu'Olivier a entendu ce message et va peut-être faire émerger des jeunes talents comme Cécile Jodogne, Emmanuel Deboc ou d'autres. Bien entendu que j'ai ma place. En tout cas, je compte continuer à faire le travail que je fais à Scarbeck et au Parlement bruxellois. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, les experts recevront Didier Gauzoin et Benoît Sorex. Bel après-midi et belle soirée.